Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options que nous préparons avec Paul. Et pour bien préparer et entamer cette semaine à Wall Street, au programme, et bien comme toujours le calendrier qui va être dense côté macro cette semaine. On va s'intéresser comme toujours à la configuration du S&P, un titre un petit peu provocateur. Est-ce que les vendeurs sont de retour? On a eu une mini baisse, une légère baisse de l'indice S&P de 0,30% la semaine dernière. On va aller voir les enjeux graphiques et techniques liés à cette configuration sur le S&P. On s'intéressera ensuite à notre benchmark NVIDIA pour voir la configuration aussi graphique. Et puis, on va aller voir le rendez-vous micro de la semaine. C'est Nike qui va publier, ratio put-call et puis configuration graphique intéressante. De la même façon, on va s'intéresser aussi à des volumes inhabituels détectés par Paul. C'est un très gros actif sur lequel il y a une stratégie baissière qui s'est mise en place, de long terme, mais baissière importante, une grosse position. Et puis, on terminera comme toujours par un cas d'école. Le cas d'école de Paul, cette fois-ci, s'intéresse à un titre. C'est une stratégie haussière. Elle est cyclique, elle est valable une fois par an. Et au cours des 18 dernières années, depuis 2007, elle a fonctionné dans les 18 cas. Alors évidemment, les performances passées ne préjugent pas de l'avenir, mais manifestement, en plus du backtest et de la configuration détectée par Paul, graphiquement, les choses s'alignent pour cette stratégie qui pourrait fonctionner peut-être une fois de plus. Encore une fois, rien n'est certain, mais c'est encore une fois la façon de travailler de l'atelier des options, tester par le passé et voir la probabilité que donnent ces stratégies pour bien travailler dans les meilleures conditions possibles. On va voir ça en détail. Alors, on voulait vous remercier aussi pour d'avoir été aussi nombreux aux 3 webinaires organisés en partenariat avec le CBOE. Vous avez été nombreux à vous intéresser aux options, nous vous en remercions. D'autres événements sont à venir, donc vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site de l'Atelier des Options pour nous suivre et participer à d'autres événements de ce type gratuitement, bien entendu. Pour le calendrier de la semaine, eh bien, on a ces points d'interrogation du shutdown qui va ou pas avoir lieu, ce risque eh bien, que l'économie, la paralysie budgétaire sur les marchés américains, un risque qui revient régulièrement, mais il faudra qu'un accord soit trouvé d'ici demain soir pour éviter ce shutdown qui pourrait être un élément de baisse sur les marchés, en tout cas un élément de stress. Pour l'instant, manifestement, les opérateurs ne s'en inquiètent pas plus que ça. Les futurs américains sont en nette hausse. Côté macro, pour le calendrier de la semaine, on a mardi, demain, la confiance du consommateur, du Conference Board, un indicateur intéressant. Et c'est surtout une semaine de l'emploi à Wall Street, à commencer dès mardi par le rapport Jolts. Mercredi, ce sera l'enquête ADP, puis on aura des PMI manufacturiers et des PMI de l'ISM, donc important. Le gros rendez-vous de la semaine, ce sera bien sûr les NFP, les Non-Farm Payrolls, les chiffres le chiffre mensuel, les requêtes gouvernementales quant à l'emploi à Wall Street est évidemment un élément important dans ce contexte de possible ralentissement de l'économie à surveiller de près, et c'est ce que vont faire les opérateurs et ce que fera la Fed, et ce sera suivi en plus par un indicateur ISM, donc des services, toujours un indicateur qui est censé être avancé sur la santé de l'économie aussi, donc des rendez-vous qui sont clé pour cette semaine côté macro, un calendrier qui va s'intensifier tout au long de la semaine. Côté micro, eh bien, la grosse publication de la semaine, c'est Nike. Ratio put-call à 0,94. J'en profite pour faire une petite pause puisqu'on m'a posé la question quant aux couleurs que j'emploie pour ces ratios put-call. Si le ratio put-call est très optimiste, eh bien on va prendre une couleur rouge. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, manifestement. Tout le monde est d'accord, tout le monde est haussier sur le titre. Si on passe à l'orange, eh bien c'est qu'on est assez optimiste, mais on l'est un peu moins. Jaune, encore moins. Vert pâle, comme c'est le cas pour Nike ici, eh bien on devient un peu prudent. Et quand c'est vert foncé, c'est qu'on est carrément hyper prudent, voire pessimiste. Et donc dans ce cas-là, il y a un risque de hausse cette fois-ci sur le sous-jacent. Voilà, petite parenthèse, mais je voulais que le code couleur soit bien compréhensible. Donc Nike, on est en vert pâle, c'est-à-dire que les opérateurs sont relativement prudents sur le titre, et on va voir que la configuration graphique est intéressante. On va passer comme toujours à notre S&P dont vous avez le graphique hebdomadaire à l'écran. On voit une grande bougie d'indécision la semaine dernière qui s'est bien
bien arrêté autour de notre niveau pivot de 6649. Alors, je le décale un instant pour que vous voyez bien la bougie. Ce grand doji, presque un doji porteur d'eau, hein, puisqu'on est quasiment au centre et le corps est tout petit. C'est pas parfait, mais on voit ce niveau clé 6649. Pour l'instant, on est en hausse. Donc, bougie d'indécision en haut de marché contre un niveau cible, hein, qu'on avait indiqué les fois précédentes. Pour l'instant, on reste haussier tant qu'on est à court terme au-delà de 6481. La cible et l'extension idéale suivante, c'est 6740 points. Encore une fois, pas mal de volatilité, d'indécision. Après un parcours haussier qui a été encore une fois très, très significatif sur le S&P. On n'a pas à ce stade de signaux de faiblesse majeure. On va aller le voir en journalier. On avait bien détecté une éventuelle figure de retournement. Alors déjà, le S&P avait rompu la ligne de tendance haussière qui était active depuis le début septembre, hein, testé une fois, deux fois, trois fois, rompu en gap. Et pour l'instant, pour les futurs, on est aux alentours de 6675 points, donc ce niveau de résistance intermédiaire. Donc on va peut-être réintégrer cette oblique baissière, peut-être manifestement ouvrir en gap aussi aujourd'hui après cette structure. Donc on avait envisagé une possibilité de structure de retournement en épaule, tête-épaule, hein. Elle se serait dessinée de cette façon-là, épaule, tête, et puis pourquoi pas l'épaule, il faudra le surveiller quand même, mais on est déjà parti très loin dans l'épaule droite si on ouvre sur ces niveaux-là, donc on s'éloigne, cette possibilité de structure de retournement, en tout cas elle-même, s'éloigne pour l'instant. On va regarder les enjeux techniques, ça va plus être des horizontales qu'on va surveiller pour ça. Donc tant qu'on est au-delà de 6649, priorité à la hausse, d'autant plus qu'on va ouvrir avec un gap haussier, manifestement. Les extensions, vous les avez, 6699 et 6740, pourquoi pas après. On a des extensions majeures à 6830, ça c'est quand même lointain. Est-ce que le S&P aura le momentum pour aller plus loin? On a vu des petits moments de consolidation la semaine dernière qui se sont terminés par un petit gap baissier, et puis on est déjà réintégré, toujours un indice qui reste très fort malgré d'éventuels pics de volatilité. Alors en revanche, pour l'intérêt sur le S&P, la semaine dernière, on a baissé de 0,30%. En revanche, la position ouverte a très légèrement augmenté de 0,40%. On ne peut pas parler de pression baissière à ce stade, c'est pour ça que je disais en plaisantant que c'était un titre un petit peu provocateur, mais pour la première fois, on n'a plus de soutien dans les mouvements de hausse et de légères stratégies baissières. Encore une fois, 0,40%, c'est minime, hein, on ne peut pas parler de stratégie baissière, peut-être un petit peu de prise de bénéfices, un peu de protection, et encore une fois, en amont d'une semaine qui va être riche. Le ratio put-call, il passe à 0,73, il était remonté à 0,82 la semaine dernière. On a beaucoup de complaisance à prendre en compte quand même sur les indices américains, comme on l'évoquait, même si le schéma reste haussier pour l'instant et on n'a pas de figure de retournement qui soit valable dans l'immédiat, bien on a quand même un risque asymétrique à la baisse maintenant sur les indices américains d'une façon générale et le S&P en particulier. Donc surveillons cette configuration. Au-delà de 6674, bien on va continuer à progresser. C'est une zone de relative neutralité. Attention, si on passe sous 6649, l'accélération elle se produirait sous 6600 si on y retournait une fois de plus et si on rompait encore une fois cette oblique haussière qu'on est en train de tenter de réintégrer. Donc un peu de volatilité, un peu de spéculation. Pour l'instant, pas beaucoup de fonds et pas beaucoup de momentum dans ce mouvement. On va aller voir notre benchmark Nvidia. Nvidia, c'est pareil, hein, ça donne... Voilà, j'ai réajusté les niveaux en journalier pour Nvidia. On avait parlé d'un Island Reversal, des gaps qui ont été tous comblés dans cette petite zone de prix, avec pas mal de volatilité. On bute contre ce niveau que j'ai réajusté à 183,54 maintenant. Donc le titre évolue dans un range 164,90, 183,54. L'enjeu, c'est d'en sortir. Pour l'instant, on est au-delà de la zone médiane 170,75, 174,50. C'est plutôt un signe de force. En préouverture, le titre est attendu en hausse pour l'instant. Le plafond de verre, c'est 183,54. Si on arrive à le déborder, j'ai réajusté la zone cible. On dupliquerait ce range pour aller chercher 202,35 avec ses intermédiaires 190,40 et 196,60. C'est plutôt pour l'instant un signe de force pour le titre qui a invalidé cette structure de retournement baissière qu'on avait détectée, qui patiente et qui évolue dans un range pour l'instant, avec cette accumulation qui se fait en partie haute au-delà de la médiane. Donc attention, si on retournait sous 170,75, premier signe de fragilité. L'alerte de très court terme, elle est à 164,90. L'alerte de moyen terme, elle est sous 152,90. On n'y est pas encore, mais il est intéressant de constater que si on rompait le range par le bas, en revanche, on repasserait sous 152,90. Donc signe de prudence. Pour l'instant, cette accumulation en partie haute, au-delà de la médiane, avec la
préservation de cette zone clé 174,50, 170,75, donc il donne plutôt des signaux d'achat tant qu'on est au-delà pour travailler en range pour l'instant sans grosse tendance. On parlait de Nike qui va publier cette semaine. Le titre évoluait depuis des semaines maintenant au sein d'un canal baissier, un long parcours baissier pour Nike, qui est un peu difficile. On évoluait au sein de ce canal baissier, on l'avait détecté ensemble, il me semble, avec ce gros support à 56,20 qui a servi, qui date de 2020, qui a servi de support une fois ici encore. On a réaccéléré à la hausse, était testé, débordé la borne haute du canal baissier. On est revenu, on a retracé un petit peu, revenu tester ce niveau de support à 69 et aussi la borne haute du canal. Donc débordement et retour sur la borne haute du canal, c'est intéressant avec un titre pour lequel on est relativement prudent, pas extrêmement pessimiste, mais relativement prudent à l'abord de la publication. Et donc quand on zoome en journalier, on voit qu'on ne s'est pas arrêté nulle part. On a en plus ce petit marteau ici dessiné en bas de la consolidation sur ce niveau de support à 69 et sur la borne haute, encore une fois, du canal baissier. Donc, bien un ratio risque-rendement qui est intéressant pour un titre qui pourrait donc confirmer une réactivation haussière qui était en passe de se mettre en place, qui a un peu de mal, mais pour l'instant, voilà, qui est plutôt du bon côté du support. Si on repasse sous 69, c'est un mauvais signal, évidemment, avec un risque d'accélération baissier. On avait parlé de Nike, on avait donné une stratégie haussière pour jouer ce rebond au moment de la dernière publication. Eh bien voilà, on est à nouveau dans une configuration intéressante. L'enjeu, c'est d'aller chercher cette résistance à 80,20. On peut peut-être la réajuster un petit peu d'ailleurs, je vois en fonction de la réaction récente. Voilà, 80-20, 79-80, ce sera plus propre. Si on passe 79-80, bien vous avez les extensions suivantes, 92-40. Les plus optimistes, ils verront éventuellement une structure de retournement en tas séance. Donc on peut envisager un mouvement de taille équivalent à ce range dans un premier temps, et puis surtout à cette grande structure de possible retournement qui se met en place avec, bien dans ce cas-là, une cible qui est située un peu sous la résistance majeure à 109,10, située aux alentours de 107,85. Donc un point d'entrée qui peut être intéressant pour Nike, mais bon, toujours avant publication, c'est que c'est risqué. Donc si vous le faites, faites-le avec des stratégies qui vous protègent. Encore une fois, les options permettent de le faire de façon extrêmement intéressante. Pour le volume inhabituel de cette semaine, eh bien, ce que Paul a détecté, c'est un volume inhabituel sur le SPDR S&P 500, donc c'est l'ETF SPY le plus traité sur le S&P. Je ne vous reprends pas la configuration graphique du S&P, on vient de l'avoir ensemble. Eh bien, il y a un opérateur qui a pris une très très grosse position avec un achat de put sur l'échéance de mars, donc c'est relativement lointain, de 610, qu'il a financé en partie par une vente de put 585. Donc je rappelle que ce bear put spread anticipe un mouvement baissier sur le titre. L'opérateur envisage soit un mouvement violent à la baisse, limité à 585, donc soit une stratégie de plus court terme si le S&P accélère rapidement, soit une stratégie qui veut attendre l'échéance et qui espère clôturer jusqu'à 585 dans le cas idéal. Une stratégie débitrice, donc un opérateur qui prend un pari agressif, 130 000 options d'achat, c'est une grosse stratégie avec un écart qui est relativement important entre ces deux prix d'exercice. Donc un opérateur qui est assez agressif pour un retracement de marché d'ici le mois de mars. Donc encore une fois, on a eu une grosse extension haussière, on a atteint et débordé les cibles graphiques. Pour l'instant, les possible mouvement de faiblesse ne se confirme pas, mais on peut légitimement envisager des mouvements de repli sur l'indice S&P. Donc voilà le pari qu'a fait cet opérateur qui confirme un peu ce qu'on a comme stratégie de moyen-long terme, comme on l'avait détecté sur le high yield il y a quelques temps, avec des stratégies qui commencent à se mettre en place avec des positions éventuellement baissières sur différents actifs, dont maintenant le S&P. La stratégie de la semaine, c'est une stratégie haussière, c'est un bull put spread. Bull put spread, si je vous rappelle que c'est une vente de put qui va être protégée par un achat de put un peu plus bas. On vend en général un put sous les cours actuels pour encaisser de la prime. C'est un trade cyclique, il n'est pas sur une échéance courte, c'est sur une échéance à plusieurs semaines. L'idée, encore une fois, c'est pas de donner les bases ni un conseil ici, c'est un
exemple à vocation pédagogique. Chacun reste responsable de son money management et du risque qu'il va prendre. Et donc, justement, en termes de risque, eh bien, plus je vais vendre un put agressif, donc proche des cours, plus je vais encaisser de primes, mais plus j'ai de chances que ma stratégie ne fonctionne pas. Plus je vais vendre un put bas, plus je vais avoir de marge quant à une baisse complémentaire du titre ou une stabilisation, mais moins je vais encaisser de primes. Et de la même façon, mon achat de put va limiter mon risque. Plus mon achat de put va être proche de ma vente de put, eh bien plus je vais avoir une stratégie qui va être moins ma stratégie va être dangereuse, puisque je rappelle que mon risque il est, si on passe sous ma vente de put à l'échéance, avec une petite marge donnée par le point mort grâce à la prime encaissée, donc si je vends un put aux alentours de 310, eh bien, j'aurai une prime encaissée qui va me permettre d'avoir un point mort un peu sous les 310, et en revanche, mon risque sera si on passe sous ce point mort jusqu'à mon niveau d'achat de put, par exemple 280, si on se positionne ici, et dans ce cas-là, eh bien, mon risque il sera entre mon point mort et mon achat de put. Le risque aussi, quand on passe sous la vente de put, c'est que je sois assigné, donc que je doive acheter les titres si on passe sous le prix d'exercice que j'ai choisi. Donc prudence dans ce cas de figure-là, mais encore une fois, le risque est bloqué par l'achat de put. Si on passe sous mon niveau d'achat de put, c'est ma perte maximale ici, mais au moins elle est bloquée, et dans ces cas-là, mes deux positions se compenseront et je n'aurai pas à prendre possession du titre, donc je connais le risque max. Alors cette stratégie, elle est d'autant plus intéressante qu'en plus l'analyse graphique confirme le potentiel haussier du titre. J'enlève les bases de la stratégie pour que vous les retrouviez, qu'on voit mieux graphiquement. Voilà, on a un titre qui avait largement baissé comme l'ensemble du marché en avril-mai dernier, qui avait stabilisé au-delà de ce niveau de support à 238 au mois d'août. Ce sont des niveaux importants, des niveaux de long terme hein, pour United Health, qui s'était repris tardivement par rapport au reste du marché en août pour accélérer à la hausse. Donc sorti d'un range 238, 326,55, et donc la sortie de ce range donne légitimement la possibilité de le dupliquer par le haut et d'aller chercher une zone cible qui est située entre 415,70 et 428,50. C'est d'autant plus intéressant et que ça correspond bien à un gros niveau de résistance pour le titre United Health. Donc ici, encore une fois, l'analyse graphique vient conforter la stratégie sur les options. Et encore une fois, j'ai une stratégie qui, par le passé, l'avenir est bien sûr pas certain, mais par le passé, ce trade qui a été testé 18 fois et qui, ouvert à cette période de l'année, sur une échéance de quelques semaines, quelques mois, avec le bon setup, donc le bon choix des ventes et des achats de put, eh bien, a fonctionné donc 18 fois par le passé. Donc on verra si ça fonctionne toujours. Je vous rappelle que c'est le principe de l'atelier des options, c'est de vous proposer une méthode de travail qui va de la théorie, donc ce qu'on fait ensemble de façon publique, jusqu'à la mise en pratique de stratégies qui ont été testées et backtestées par le passé, une vingtaine de stratégies que Paul a mises au point et qui sont clés en main disponibles pour pouvoir les réappliquer et pour pouvoir appliquer aussi, et c'est ça qui est intéressant, cette méthode de travail que vous allez pouvoir dupliquer, reproduire par la suite, moyennant évidemment un travail à fournir de recherche et de tests de différentes configurations, mais qui vous permet bien d'avoir, encore une fois, ce ratio risque-rendement qui est toujours maîtrisé grâce aux options, et puis ce taux de réussite par le passé qui vient permettre de travailler dans des configurations intéressantes. Donc, on a, encore une fois, une façon de travailler qui est bien encadrée, et systématique et empirique, et donc qui permet de fonctionner avec un setup et une probabilité qui est intéressante. Je vous rappelle aussi que pendant l'atelier des options, on propose, pour ceux qui prennent la masterclass, une formation qui intègre l'analyse graphique, mais pour ceux qui veulent juste un module d'analyse graphique, il est disponible aussi indépendamment. Donc vous pouvez nous contacter à ce sujet pour avoir des informations si vous le voulez. Voilà les différents éléments que nous voulions vous montrer pour ce début de semaine. Donc des différentes stratégies intéressantes à surveiller, un marché qui est pour l'instant haussier, mais avec un risque qui devient un peu asymétrique, et puis des gros rendez-vous qui vont sûrement alimenter des mouvements par la suite. Excellente semaine à toutes et à tous.